Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 27. Questions sur l'univers des livres dont vous êtes le héros. Salut les aventuriers et bienvenue au 27e épisode du podcast dont vous êtes le héros. Bonne année tout le monde, à tous nos auditeurs de partout dans le monde. Je sais que nous en avons pas mal qui sont inscrits depuis le Japon, l'Afrique du Sud, du Nord, l'Amérique du Sud et du Nord, vraiment un petit peu partout dans le monde et ça nous fait grand plaisir. Donc voilà, avec à mes côtés, salut Fred. Salut à toi Xavier, et salut à tous les auditeurs, et oui, bonne année à tous, on peut encore se permettre si le mois de janvier n'est pas fini. Bien content de te retrouver pour 2016. C'est ça, c'est parti pour 2016, et voilà, ça fait vraiment plaisir. Je sais que ces temps-ci, Fred, c'est vrai, on a été bien occupés avec le taf, le freelance, bref, on est complètement... La fin 2015, c'était la folie. J'ai pas réussi à en produire autant que je voulais, parce que j'avais commencé 2015 à en faire 2 par mois environ. Et c'est vrai qu'à la fin, c'était quasiment 1 par mois, avec un peu de chance. Donc voilà, là c'est reparti, tout est au calme, et puis c'est le grand plaisir. On reprend, c'est un petit peu fin janvier, mais voilà, c'est reparti. Et puis on a 2 épisodes de prévus pour février. Voilà, tu vois Fred, je me lance, là je me mets tout chaud patate, comme on dit, histoire de se remettre dans le bain. Et bah voilà, c'est reparti mec. Alors bah écoute, comment ça s'est passé toi le nouvel an ? Nouvel an bien festif, entouré d'amis proches, et bien content d'avoir pris quelques jours de vacances pour aller voir Copenhague. Et c'est une bien jolie ville, je recommande. Une ville qui a son caractère. Moi, les fins d'année a été bien bonne. Et je suis très content de repartir en 2016 avec plein d'idées. Et d'ailleurs, j'aurai peut-être 2-3 trucs à te soumettre en off pour les podcasts. Ah, t'as eu des idées, c'est ça, en te baladant en ville ? Non, j'ai rebondi sur les trucs que t'avais dit. Et après... on a plein de trucs de prévus, donc faut voir ce qu'on va faire exactement. C'est ça, ouais. Là, je crois que ça va être l'année du... Enfin, le premier trimestre, ça va être l'année du ninja, hein. Ah oui, alors moi, le ninja, j'ai fait le 2e, là, je suis chaud patate comme toi dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça, ça va vraiment être chaud ninja. Et d'ailleurs, Fred, j'avais oublié de te dire, mais quand on avait enregistré l'épisode précédent, je m'étais baladé dans l'état du Maryland, Washington DC, la capitale des US, et... il y avait une exposition sur les assassins. Et forcément, on en a profité avec ma femme, on est allé voir l'expo. Et il y avait bien sûr toute une partie sur les ninjas. Et donc il y avait une mini-expo qu'on a pu faire, voilà, qui racontait comment ça se passait avec les seigneurs, comment ça s'appelle, les shoguns. Si je me trompe pas, hein, je pense que quelqu'un ici qui a... Voilà. N'hésitez pas à me corriger tous ceux qui ont une bien meilleure connaissance de l'époque Edo japonaise. Mais voilà, donc les ninjas, leur explication des armes, les poisons, l'escalade, l'athlétisme qu'ils avaient. Donc forcément, ça m'a fait penser à ce qu'on est en train de lire ces temps-ci. Comme quoi, on est assez proche de la réalité, sauf bien sûr tous les côtés démons. Mais ça fait plus partie de la religion et puis des contes et légendes spirituelles japonaises. Donc vraiment assez sympa. Et voilà, je pense que pas mal de nos auditeurs le savent, mais juste pour ceux qui ne savent pas, donc il y a une collection américaine des livres-jeux qui s'appelle donc Choose Your Own Adventure, choisis ta propre aventure, qui sont une version beaucoup plus simple des livres dont vous êtes le héros. Il n'y a pas de dés en fait, on fait juste des choix dans les paragraphes. C'est pour un public un peu plus jeune. Les aventures, voilà, c'est quand même sympa à lire, hein, il y a pas d'âge pour la lecture, mais voilà, c'est quand même désigné pour un public un peu plus jeune, mais dans la boutique à la fin, hein, bien sûr, parce que comment finir une balade dans un musée, en prenant encore plus de pognon. Et donc il y avait un livre de Choose Your Own Adventure qui était c'était Secret of the Ninja, le secret du ninja. Donc bien sûr j'ai sauté dessus. Aussi les Choose Your Own Adventure sont des livres qui sont beaucoup plus fins que les livres dont vous êtes le héros. Donc je pense que je peux le lire en peut-être un après-midi. Et puis je te ferai un petit retour au prochain podcast sur le ninja, Fred. Ah ouais, on pourra faire un ninja dans le ninja. On pourrait faire un mini podcast, si tu veux, on pourrait le lire et on peut faire je pense un épisode de 30 minutes dessus, hein. C'est très court, ça a l'air sympa. Pour voir un petit peu la différence entre ce qui vient d'Angleterre et ce qui vient de l'Amérique. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Ouais, ça pourrait être sympa.
Enfin voilà. Donc c'était assez chouette. En tout cas, ce qui était vraiment cool, c'est de voir les armures, les armes et les tenues des ninjas. C'était vraiment assez sympa, surtout les Sarbacane et les dents de chat, tout ce qu'on avait vu. Enfin pas vu. Tout notre équipement. C'est ça. La voie du tigre. C'est ça. Moi, il faut que je retourne à la gym, que je fasse un peu de sport, et puis... Il faut être affûté pour la prochaine histoire, parce que on s'arrête pas une seconde. C'est ça. Ah, ça va être sympa, quand même. Et t'as fait quoi, sinon, plutôt pour le Nouvel An? Nous, on s'est fait un petit dîner sympa, avec champagne offert par la maison, dans un restaurant. Un restaurant assez sympa, Fred, qui était, en fait, les anciennes armureries des États-Unis pendant le XVIIIe siècle. Au XVIIe même, révolution américaine et guerre de sécession avant bien sûr que ça soit bougé ailleurs. Et maintenant voilà, c'est plus du tout le cas, c'est plus un entrepôt de fabrication de canons, d'artillerie, de flintlock. Maintenant c'est des appartements, des entreprises et puis des restaurants bien sympas. Donc voilà, c'était le petit nouvel an sympa, et puis après la balade en ville avec les amis. À se balader de gauche à droite et essayer de trouver des endroits pour danser, pour faire la fête. Enfin voilà, c'est le principe, voilà. Alors Fred, ce podcast, ce numéro 27, donc le premier de 2016, est techniquement la saison 4 du podcast dont vous êtes le héros. Déjà. Ouais, c'est fou, hein. Je sais pas, on n'a jamais parlé de saison, c'est plus annuel, hein. Mais voilà, techniquement c'est la saison 4 du podcast, et on était une série télé, tiens. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah écoute, on a prévu un épisode assez sympa, on va répondre aux questions de nos auditeurs. Oui, alors, des questions intéressantes. Voilà, on a pas mal de choses qui sont, pas mal de questions qui sont liées, bien sûr, à l'univers un peu de tout là, hein, l'univers du jeu de rôle, l'univers du jeu d'aventure, et bien sûr, avant tout, les livres dont vous êtes le héros. Avant cela, Fred, bien sûr, on s'écoutera une musique, hein, c'est le petit classique du podcast, mais parlons juste un petit peu plus à nos auditeurs. Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci de nerdy, de geeky? Quel est ton passe-temps nerdy? Alors, je sais pas si c'est totalement nerdy, mais je me suis fait un petit cadeau pour mon petit cadeau de Noël à moi. J'ai trouvé le Monty Python Flying Circus, la totale en DVD. Ah, génial. Alors, je découvre, hein, parce que moi je l'ai connais sur Ah, tu connaissais pas du tout Flying Circus? Ah, j'ai vu quelques trucs sur YouTube, on peut nommer. Ouais. Sur YouTube, puis j'ai vu des trucs à la télé, mais j'avais pas l'intégralité. Ah, mais c'est génial. Ils sont vraiment cons. Mais c'est super. Ouais, mais je l'avais trouvé une boutique. Alors moi, j'avais trouvé l'intégralité, c'est fou. Je l'ai trouvé dans une boutique vidéo à Madagascar. Ah oui, moi c'est un apport hollandais, donc. Bah voilà, tu vois, on a tous les deux des versions qui viennent de partout dans le monde. Pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent Flying Circus, voilà, c'est la série télé anglaise du groupe comédien britannique Monty Python. Flying Circus, voilà, c'était leur série télé, et il y a quelques sketchs. Il y a même un film qui s'appelle And Now for Something Completely Different, qui est en fait sketch, ouais. C'est ça, c'est un best-of de la série télé. Ils ont même fait un spectacle. Oui. Et puis aux États-Unis, ça marchait tellement qu'ils n'arrivaient pas à virer les spectateurs de la salle. Ils leur écrivaient sur des panneaux, barrez-vous. Les gens ils pensaient que c'était une blague. Ouais. Ça faisait une demi-heure qu'ils applaudissaient tous en standing ovation. Ouais, c'est super. Non, je crois qu'on a tous les deux un point faible, hein, pour les Monty Python. Et puis Terry Gilliam aussi. Tu te souviens qu'on était ados, on en battait pas mal ensemble, hein? Ah oui, bah. Ça me fait rire de penser. Ouais. Sinon, attends, le truc geek du moment, c'est quand même. Après, on va pas s'étendre, mais c'est Star Wars, quoi. Parce que là, on est à 10 millions en France de spectateurs. Hein. Ouais, c'est fou, hein. Ça a battu le box, hein. Vous savez, c'est le film le plus vu, si je me trompe pas, plus que Titanic, plus qu'Avatar, tout, hein. Pas encore, mais il est sur des meilleures bases. Ouais. En tout cas, il a le plus grand box-office mondial, hein, de tous les temps, là. Déjà? Ouais. Je pense qu'il était même pas encore sorti en Chine. Ah si, il est sorti en Chine depuis. Pardon, pas mondial, américain, je veux dire. Mondial, on va voir. Ouais. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais, bah écoute, si tu parles Star Wars, moi je peux te dire mon petit truc geeky. Ouais. Pour Noël, voilà, j'ai eu un magnifique cadeau. C'est le nouveau jeu de rôle Star Wars qui s'appelle donc Edge of the Empire. Donc il y a 3 versions. Il y a Edge of the Empire où on joue tout ce qui est contrebandier, chasseur de primes, hacker, pirate de l'espace, du monde de Star Wars. La deuxième version qui est Age of Rebellion, donc voilà, c'est tout ce qui est rebelle, hein, ce qui est lié donc au combat contre l'Empire Galactique.
Et le troisième, c'est Force and Destiny. Donc la force et le destin, c'est tout ce qui est Jedi. Et donc voilà, bien sûr, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est tout ce qui est chasseur de primes, contrebandier, homme de main, mercenaire, voilà, c'est coloniste, tous ces classes-là. Donc voilà, je me suis lancé au jeu de rôle. On le fait avec une partie des gens, on a un mini-club. On joue tous les 2 semaines. Le système de dés est très spécifique. On joue avec des dés qui ont des symboles. C'est assez différent. Si certains de nos auditeurs nous écoutent qui jouent, voilà, n'hésitez pas à nous mailer si vous voulez partager des trucs et astuces, secrets, aventures. Bref, Fred, moi c'est l'éclat total. Là, ce nouveau jeu de rôle, moi tu me connais, je suis un aficionados du système D6. J'ai pas du tout accroché au système D20 de Wizard, si je me trompe pas, Wizard of the Coast. Je l'ai trouvé trop lié au préquel. Je suis pas très fan de ces Star Wars là, mais je suis pas fan aussi du système qu'ils avaient pour évoluer les personnages. Donc cette version là de Fantasy Flight, j'adhère complètement. C'est un éclat total. Et voilà, si vous aimez être maître du jeu ou juste écrire des aventures, les voir développer devant vous avec vos joueurs, c'est un système parfait. Les dés sont faits pour évoluer la narration de l'aventure. Donc c'est pas des dés, si vous voulez, à points pour vous dire si vous réussissez ou vous ratez votre action. C'est plus des dés qui vont vous dire si vous réussissez, dans quelles conditions, et est-ce que quelque chose de bien ou de mauvais en sort en même temps. Donc c'est très très spécifique. C'est vrai que là, raconter rapidement, c'est difficile, mais croyez-moi, voilà, si vous voulez essayer un nouveau système vraiment innovant, et vous êtes joueur de jeu de rôle, je vous conseille vivement Age of the Empire. Ou l'un des 2 autres, du nouveau système Star Wars. Enfin voilà, Fred. Donc ça c'est mon truc nerdy du moment. L'éclat total. Alors sur ce, on s'écoute une petite musique et puis c'est parti ? C'est parti, mon kiki. Alors je te propose de commencer avec une musique de fête, de la rétro synthwave. Je te propose d'écouter The Love Affair Game Show par Apartments. Ready. Allez, on fait la fête et je te retrouve tout de suite après. Come on.
Fred, ça bouge bien là, c'est la fête. Et je me sens à bord d'un TIE Fighter. ok, vas-y. Le nouveau, bouge. c'est ça? On est tous les deux dedans. C'est ça, double pilote. On espère qu'on va pas s'écraser quand même. Hein. No crash today. No crash today. Fred, c'est parti, les questions? Les questions. Ba-da-da-da. Allez, première question de l'un de nos auditeurs. Et voici. Comment rendre l'ambiance si particulière des premiers livres dont vous êtes le héros, description, péripéties, lieux connus, personnages récurrents, etc., sur une table de jeu de rôle classique type Donjons et Dragons, et en l'occurrence Pathfinder. Cela fait plusieurs fois que j'ai tenté de recréer l'émerveillement que j'ai éprouvé face à mon premier livre sorcellerie à de jeunes joueurs. En tant que MJ, ce fut impossible. J'ignore pourquoi. Les nouvelles générations sont-elles blasées et saturées de références made-fan que l'on n'avait pas à l'époque? Bonne question, franchement. Alors, moi, je pense ça tient à deux choses déjà. C'est que, on va dire dans les livres dont vous êtes le héros, il y a des choix multiples, mais c'est comme des choix scriptés. Et moi, je sais pas, tu me diras sur la même chose, mais en tant que master, les joueurs déjà, ils font jamais ce que tu penses qu'ils vont faire. Donc déjà, ça peut être une première réponse qui fait que les situations des livres dont vous êtes le héros, elles se reproduisent pas exactement dans les jeux de rôle. C'est que tes joueurs, ils ont peut-être, ils ont d'autres façons de réfléchir que des choix scriptés. Donc il y a toujours des inconnus. Je sais pas si ça t'arrive, mais bon, des fois, t'as prévu des trucs et les mecs, ils y vont même pas pratiquement, quoi. Ouais, comme je disais, donc je fais pas mal de jeux de rôle en tant que maître du jeu. J'aime bien jouer, mais c'est vrai qu'il y a les 3/4 du temps, je m'en trouve plus en tant que MJ. Ce que je veux dire en fait, c'est qu'il y a deux façons d'être un MJ, je trouve dans mon expérience. C'est vrai que je fais un petit peu noir et blanc, mais c'est un peu cru là, ce que je dis. Hein. La première, c'est d'être complètement ouvert, c'est de laisser le choix intégral à vos joueurs et d'être vraiment le narrateur. Vous restez derrière, vous n'insinuez pas que c'est dangereux, vous faites en sorte de ne pas montrer que c'est difficile pour eux. Tout se fait dans la narrative de vos personnages non joueurs que vous créez autour des personnages joueurs et leur montrer voilà comment accomplir leur quête, leur croisade pour leurs personnages. La deuxième façon, c'est d'être très scripté, scénarisé. Et dans ce cas-là, justement, ça s'applique parfaitement au livre dont vous êtes le héros. Il y a un cheminement, vos joueurs le suivent, et au fur et à mesure qu'ils développent l'aventure, voilà, basiquement, vous leur proposez des choix. Donc voilà comment je le fais. Moi, c'est vraiment, il y a deux écoles en fait de MJ, je trouve. J'essaye de fusionner les deux. J'essaie de créer un côté où il y a quand même le libre choix, mais il y a à savoir quand même qu'il y a un destin qui va se développer devant eux, quoi qu'il s'agisse. Et les choix seront proposés à eux, et ce que j'essaie de faire, c'est de les cerner où ils se retrouvent en fait à prendre une décision sur ces choix, et ils voient en fait qu'ils ont nul autre choix, que c'est que en faisant ces choix-là que ça va leur permettre d'évoluer le destin. Après, les joueurs peuvent penser, trouver une solution, et moi en tant qu'MJ, je me dis bon, ça m'intéresse vraiment, je réadapte et je réécris mon scénario pour m'adapter à eux si je trouve que c'est vraiment intéressant. Après, si je vois que ça peut saboter le scénario, c'est là où je sors un petit peu de mon rôle de MJ et je viens vers eux, je leur dis est-ce qu'on peut éviter s'il vous plaît, c'est pas prévu. Mais voilà, ça c'est le dernier recours, parce que des fois c'est sympa de voir ces joueurs se foutre en l'air bêtement. C'est des expériences qui arrivent. Enfin voilà, Fred, comment je pourrais répondre à cette question? Ça t'a inspiré cette question? Ouais, bah je fais ça. J'essaye, je peux plus la faire autant de fois que quand j'étais plus jeune, maintenant très occupé dans la vie, hein, comme beaucoup de MJ, mais voilà, c'est vrai, je m'étale sur le sujet, mais je trouvais que c'était une vraiment intéressante question. J'espère que j'ai pu répondre. Après, lui, il parlait des nouvelles générations. C'est peut-être est-ce elles sont blasées des références médiévales fantastiques, je sais pas, mais c'est vrai que si on parle des gens qui ont 20 ans maintenant ou qui ont 14 15 ans, où ils sont nés au début des années 2000, et au début des années 2000, on était en pleine vague du Seigneur des Anneaux au cinéma, ça pendant 10 ans, il y a eu que ça. Bah après il y a eu tous les dragons, je sais pas quoi, les films pré-ado, Eragon, c'est ça, et il y a eu plein de choses comme ça qui sont sorties, ouais. Tout est ressorti, c'est vrai que maintenant on est passé aux super-héros depuis quelques années. Bon bref, peut-être que eux, le Medieval fan, oui, nous on a découvert ça à 14 ans, c'était pas connu à l'époque. Il y avait quelques films, mais c'était plus par la littérature qu'on a appris cet univers.
Et eux, peut-être que ouais, ça y est, c'est en gros, c'est has-been, mais le médiéval fantastique, et maintenant, il leur faut autre chose, je sais pas. Peut-être une raison. Ouais. C'est peut-être une raison. Mais tu vois, même sur le film des comics, ça se lit quand même. Je veux dire, c'est vrai que c'est l'aventure du super-héros, mais avant tout, on est sur le voyage du héros, qui est très proche de l'heroic fantasy, de n'importe quel héros. C'est son voyage. Là, on discute que du background, en fait. C'est l'univers où il se trouve. Oui, mais comme il parlait des sorcelleries, des livres la plupart médiévaux fantastiques. Bah moi, en fait, c'est voilà, comme j'expliquais, je sais que j'étais un peu lent, mais c'était de développer un petit peu l'univers autour et de faire une grande immersion. Donc, c'est d'aller plus loin dans les livres. Peut-être de rajouter aux livres, de créer, et pourquoi pas de dessiner une carte et de la donner aux joueurs. Tu vois, là, si vous donnez une carte aux joueurs, vous montrez vraiment que vous voulez fixer leur destination. Et en tant qu'MJ, vous pouvez prévoir des rencontres ou des choses qui se passent n'importe où ils vont dans cette direction-là. Vraiment comme le premier livre de sorcellerie. Ouais. Bon, question suivante, peut-être? Oui, ça serait bien, non? Alors, Fred, tu nous la lis, celle-ci? Oui, alors je vais essayer de la lire sans bafouiller. Alors, beaucoup de critiques ont fustigé les JDR des Filles Fantastiques car c'était son ambition, et apparemment les auteurs ont échoué également. Est-ce encore possible? Faut-il récupérer in extenso des PNJ issus des livres? Ça pourrait être une bonne idée, ou reprendre des situations. On sait que ce serait peut-être bien de jouer qu'avec des PJ, des personnages joueurs qui sont dans le trip, des vieux comme nous qui ont lu les livres dont vous êtes le héros à l'époque. Et donc, il nous demande quelle est votre technique et y êtes-vous parvenu? En relisant les livres, les situations décrites étaient simplistes, mais elles fonctionnaient. Et il nous rajoute une petite blague. Il dit, est-ce que bien tout ça n'est-il que subjectif? Je crains que ce soit la question à 10 000 pièces d'or. Oui, c'est une sacrée question. Ça reprend un peu celle d'avant. Et moi, je pense qu'on revient un peu à ce qu'on a dit sur la question précédente, c'est que oui, il y a peut-être une différence entre les joueurs qu'on était à l'époque et les joueurs nouveaux, et que même maintenant, nous, on n'est plus aussi émerveillés qu'on avait 12-13 ans, parce que forcément, on a vécu. Et ce qui pose aussi comme question annexe, c'est est-ce qu'on a déjà transposé des scènes, des livres dont vous êtes les héros dans des propres parties de jeux de rôle? Est-ce que toi les défis fantastiques, t'en as fait, si je me souviens bien? Moi, complètement. Hein. Je veux dire, quand j'écris des courts-métrages, des aventures pour les jeux de rôle, que ce soit Star Wars ou tout, je réadapte. Je remets les situations, mais je change le décor, le décor de l'autre, mais c'est quasiment les mêmes choses. Hein. Ouais, complètement. Pour moi, c'est une source d'inspiration de tous les jours. Ça fait partie de ce qui me plaît. C'est mon dada, hein, pour côté Omar Sharif. Oh, les vieilles, celle-ci. Oh là là. Bah, on parlait de vieux dans la question, donc voilà. Ah oui, bah oui. Je pense que personne va comprendre. Je mets les poissons Lizzie. Non, écoute, ouais, c'est ça. Pour moi, voilà, comme je dis, c'est une grande source. C'est vraiment, ça m'inspire quand je joue aux jeux vidéo. Je regarde des films, quand je pense à l'aventure, comment aussi développer une aventure, comment donner. Moi, ce qui m'a plu quand j'étais gamin, c'est ça, c'est de vivre la grande aventure. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de médias, je veux dire, les smartphones, les tablettes, il y a plein de façons d'obtenir les médias. Et je pense que juste la nouvelle génération, et j'aime pas dire ça, parce que merde, malgré qu'on soit dans la trentaine, ça veut pas dire qu'on est vieux, hein. Jeune, ça reste dans le cœur. Donc je pense que c'est juste qu'il y a plusieurs façons de distribuer la fantaisie et l'aventure. Et il y a pas que la littérature, en fait, il y a plein d'autres façons de distribuer cela. Et je pense qu'on vient juste d'une génération où c'était, il y avait beaucoup moins de les technologies n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. Donc nous, c'était l'outlet, des livres, ouais. Mais je pense. Avant, la communauté, c'était assis autour d'une table. Maintenant, la communauté, c'est ceux à qui t'es relié. Ouais, mais elle est énorme, la communauté, maintenant, parce que ça chatte en ligne. Je veux dire, que ça soit sur Reddit ou à des sites de jeux de rôle. Faire un jeu de rôle, c'est quand même plus simple de s'installer autour d'une table. Ouais, et c'est beaucoup plus facile maintenant d'organiser une partie de jeux de rôle ou de jeux de plateau, heroic fantasy, science-fiction, dans un coin, un bistrot, un club de jeux de rôle chez soi. Hein. C'est beaucoup plus facile. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'accès et de communication qu'à l'époque. Mais alors, sinon, dans la question, il parlait des critiques sur les JDR des films fantastiques. Écoute, moi je suis vraiment étonné, parce que je trouve que c'est un jeu de rôle très, très sympa. Oui, les règles sont très simples, mais cela ne veut pas dire que ça rend l'aventure simple. C'est juste que ça permet, voilà, d'être beaucoup plus, avoir une réponse beaucoup plus rapide sur nos actions. Après, je trouve ça vraiment bizarre que ça a été critiqué, parce que je trouve le jeu excellent. Je joue pas autant,
mais c'est pas parce que ça me plaît pas autant que cela. Hein. Je veux dire, on reprendra cette année des podcasts jeux de rôle. Fred, t'en feras partie. Bah, comme oui, ça m'avait bien plu les podcasts, parce que ça m'avait bien fait marrer de l'écouter celui-ci. Et ouais, et puis là, du coup, ce serait une partie en ligne, ça serait sympa. C'est ça, ouais, on se fera ça par Skype. Donc, mais ouais, moi, je trouve la question intéressante, mais je ne sais pas. Je sais pas comment faire parce que je trouve pas qu'ils ont échoué. Moi, je sais pas. Le livre, c'est vrai que c'est pas un livre aussi grand que Donjons et Dragons et compagnie. Mais je pense que ça, c'est juste parce que Donjons et Dragons a beaucoup plus parlé de lui. Elle a eu aussi une très mauvaise critique, hein, Donjons et Dragons, quand c'est sorti. C'était vu comme l'élément de Satan. Il y a eu toute cette histoire avec comment il s'appelle le gamin qui s'est perdu dans les souterrains de son école là, James Dallas Egbert le troisième. Voilà, c'est ça. Il y a eu un détective privé qui a écrit un roman dessus, William Deere. Après, il y a Rona Jaff qui a écrit Mazes and Monsters. Et il y a eu toute cette réputation diabolique. Hein. Je veux dire, franchement. Défi Fantastique a une critique peut-être, je sais pas, en fait j'apprends, je savais pas qu'elle avait une mauvaise critique, mais contrairement à d'autres jeux de rôle, je trouve qu'elle est très minime, ça va encore quoi. C'était détriment celle de Donjons et Dragons au point où ils ont dû sortir une deuxième édition, donc Advanced Dungeons and Dragons Second, pour justement nettoyer le côté sataniste qu'ils avaient et ajouter beaucoup plus de choses qui étaient moins diaboliques, c'est comme des démons, des spawns, des hellspawns sur les couvertures et compagnie. C'était plus l'heroic fantasy à la Conan le barbare, même à la comment ça s'appelle, à la Pendragon en fait. Ouais, c'était plus le roi Arthur que le côté un petit peu donjon et tu sais les souterrains lugubres. Voilà, ça avait beaucoup changé. Hein. Ouais. Chevalier. Pendant que je trouve que Défi Fantastique, c'est génial, que j'aime beaucoup l'univers d'Alancia. Je trouve vraiment sympa. Mais il semblerait que ceux qui y aient joué n'ont pas surcréé les ambiances qu'il y avait dans les livres. Alors, ce serait, je sais pas, comme on n'a pas testé. C'est toujours un investissement du maître du jeu pour cela. Hein. Ouais. Et puis, faut avoir un groupe réceptif aussi. Des fois, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Hein. Je veux dire, c'est une recette spécifique. Hein, pour le dire. Voilà. Il faut vraiment que tout soit fait pour qu'il y ait une immersion parfaite, positive. Après, moi je trouve le système bien sympa, très simple. Moi j'aime bien ça. Moi je trouve ça super. Donjons et Dragons c'est chouette aussi, mais je t'admets que ouais c'est un peu trop complexe des fois. C'est pas difficile à comprendre, mais mon Dieu que ça en fait des modifications. Il y a beaucoup de choses à retenir. Bah, écoute, on se fera un défi fantastique la prochaine fois, puis je te donnerai mon opinion. Ouais, vas-y. Mais pour moi, écoute, ouais, je pense que c'est ça. C'est un grand travail d'émulsion du groupe et du MJ. Hein. C'est quelque chose, comme tu disais, toi, il faut que ça soit réceptif. Bon, on a bien parlé de jeux de rôle, on va peut-être parler des livres dont vous êtes le héros c'est ça. Avec la prochaine question. Tout à fait. Allez Fred, voici la troisième question. Que pensez-vous des prix appliqués sur certains livres ? Très cher pour certains, est-ce justifié ? Et quelle est votre politique sur ce sujet ? Oh, la question difficile là. Je collectionne les livres, mais c'est pas mon passe-temps principal. C'est vraiment secondaire. Dès que je peux, je vois un livre que je n'ai pas, je chope, mais je pars pas trop souvent à la recherche. Pendant un moment, je faisais l'année dernière parce que je voulais compléter des collections que je préparais pour le podcast. En effet, il y a des personnes qui se permettent de poser des prix ahurissants sur certains livres, complètement insultants même, je trouve, aux fans, et d'autres qui comprennent tout à fait la situation, qui proposent des prix complètement justifiés. Et souvent ces gens-là sont ouverts à faire des deals du genre je t'en offre un autre ou je te fais les frais. Mais moi en fait j'ai eu beaucoup de bonnes situations et sur les prix j'ai rencontré pas mal de gens. Mais j'en ai vu aussi pas mal sur le groupe Facebook Fred. Quand je voyais des choses ahurissantes, j'hésitais pas à le poster juste pour rigoler un peu. Je dis mais c'est pas possible. Mec qui te vend l'intégrale de sorcellerie à 150 €, non mais faut arrêter là. C'est bon. Et ils sont même pas en état mint. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense des prix ? Bah, ça dépend du vendeur, mais sur certains, ceux qui ont la cote assez haute, est-ce que c'est justifié ? Bah c'est une cote. C'est comme n'importe quel collectionneur. Normalement, la cote, elle est justifiée par oui, surtout s'il y a une remontée moderne de collection, qui refait surface, qui se déniche un petit peu. Forcément, ouais, ça va rechercher beaucoup plus, comme Star Wars. Hein. Star Wars est ressorti au cinéma, donc tout ce qui était un petit peu à de petites sommes de collection, maintenant commence à grimper. C'est souvent le cas. Donc, c'est la fonction de la marée. Et pour moi, c'est normal, c'est justifié. C'est ça l'univers de la collection.
Oui, c'est ça, c'est l'univers de la collection. Normalement, après, les cotes, elles sont justifiées par la rareté. Je sais pas s'il y a des bouquins qui ont été moins édités et réédités que d'autres, ou qu'il y en a qui sont meilleurs. Il y a toujours des mystères dans les collections. C'est ça. Les grands aficionados, ceux qui connaissent les histoires des livres dont vous êtes le héros, justement savent quels sont les plus rares, quels sont les plus difficiles à obtenir et pourquoi la cote est justifiée à ce tarif-là. Mais c'est un grand débat, c'est un grand sujet que j'ai déjà eu avec pas mal d'autres fans des livres dont vous êtes le héros. C'est toujours ce côté, mais c'est ridicule que ça soit cher, ou c'est normal, ou c'est pas normal. C'est comme ça, hein, quand un objet n'est plus publié et qu'on peut trouver une version avec une faute d'orthographe sur la couverture, il y a eu que 500 exemplaires, bah il y a une faute d'orthographe. Normalement, ça vaut rien, c'est que dalle. Mais comme c'est un objet de collection, pour certains, la cote peut augmenter rare, parce que bien sûr, s'il y a de la recherche, bah, il y a des gens qui vont se permettre d'augmenter le prix. Hein. C'est comme la pochette verte de Ride the Lightning. Tu vois, voilà, parfait exemple. Voilà. Et donc, la question suivante, quelqu'un nous demande combien d'exemplaires avez-vous dans votre collection perso? Voilà, je sais pas, j'en ai pas mal. Ça a compensé alors. J'en ai pas mal parce que j'ai aussi des éditions américaines qui sont vraiment intéressantes. Il y en a eu très très peu. Et j'ai quelques versions britanniques de Puffin, mais j'ai aussi j'ai deux types d'éditions de loup solitaire. J'ai les tout nouveaux là qui sortent, le 20, 21, 22, puis j'ai aussi les versions américaines et anglaises. Fred, j'en ai un peu partout là dans mon bureau. Je sais pas, mais j'en ai pas mal. Voilà, j'ai aussi les jeux de rôle, hein, tout ce qui est Black Sand, les premières éditions qui étaient en petit format. J'en ai pas mal. Mais donc voilà. Par contre, pour donner un chiffre, quand même, pour répondre à la question, je sais que j'ai 4 numéros de Warlock. Donc Warlock, c'était le magazine sur les livres dont vous êtes le héros en Angleterre. Un peu comme White Dwarf, tu sais, pour Citadel, Games Workshop. Donc voilà, ça, je les tiens très cher. Ils sont vraiment pas en bon état, mais c'est vraiment difficile de les trouver en mint. Mais voilà, ça c'est ma petite collection privée. Je vais faire en sorte cette année justement de les encadrer et de les accrocher. Bon bah ouais, tu m'as bien tué parce que moi j'ai aucun exemplaire de livre dont vous êtes les héros, je sais. Je sais, tu fais tout virtuel, toi. Oui, en fait, bah, les 3 exemplaires, c'est les 3 PDF des livres auxquels on joue ensemble. Voilà. Alors, quand j'étais plus jeune, oui, j'en ai eu entre les mains, bien sûr. Après, comme tous les ados, je me suis un peu débarrassé lors d'une brocante de tous mes jouets et trucs là, donc ils sont partis à ce moment-là. Et c'est là où tu le regrettes un petit peu? Ouais, je regrette un petit peu, mais après, c'est vrai que comme tu dis, ça c'était les livres de l'héros, c'était plutôt une initiation, au monde de la fantastique. Je suis passé assez rapidement au jeu de rôle derrière. Et puis moi, le problème de la collection, c'est que j'ai déjà mon père qui était collectionneur et que j'ai une masse de livres de science-fiction, d'Eric Fantasy qui m'encombre. Alors j'ai pas la place de débuter moi-même une collection. T'as une excellente collection de folios, c'est ça, non? J'ai lu les folios de SF. Présence du futur, pas mal d'éditions différentes. J'ai tellement récupéré de trucs là que je t'avoue là, c'est certains qui sont encore en carton. Mais ouais, donc moi les bouquins, j'ai déjà plus la place d'en stocker. Donc, mais oui, un petit regret d'avoir débarrassé de ces livres à l'époque, surtout si maintenant il y en a qui valent cher. Bah ouais. Non, mais c'est comme il y a un retour, c'est un truc auquel j'avais pas pensé pendant des années. Et puis voilà, c'est avec le podcast, j'y reviens avec plaisir parce que c'est vrai que c'était quand même bien fait. Ouais. Alors, prochaine question, Fred. Comment expliquer l'intérêt pour les livres dont vous êtes le héros, leur désintérêt apparent et leur retour maintenant uniquement de la nostalgie? Donc ça revient à ce que tu disais là juste avant. Oui, en fait, juste à l'instant. Oui, puis moi je pense aussi qu'on en a parlé un peu plus tôt aussi, c'est l'espèce de vague Heroic Fantasy qu'on a eu pendant 10 ans là, qui a un peu peut-être remis les gens là-dedans, qui a fait découvrir ça à de nouvelles personnes. Après, ceux qui avaient joué au livre dont vous êtes les héros, s'ils étaient sont devenus fans du Seigneur des Anneaux, les filles, ils se sont peut-être dit tiens ouais, je faisais ça, c'était sympa. Et puis en les reprenant, ils se sont dit tiens, c'était vachement bien fait, même maintenant je me marre bien. Et ouais, je crois que est-ce que c'est de la nostalgie ou est-ce que c'est on abandonne nos jouets puis on les récupère un peu plus tard, je sais pas si c'est comme ça ou comme c'est des trucs qui sont excellents, qui sont bien faits, ça marche. C'est tout simplement parce que les livres, ils ont une valeur intrinsèque, parce que c'est un bon produit, comme un bon film ne vieillit pas, ou un tableau ne vieillit pas. Voilà. Ouais, très bien dit ça. Ouais, je trouve que c'est ça. Moi aussi, je pense qu'il y a un autre truc qui vient en jeu. C'est aussi que la génération qui a grandi avec ces livres ont maintenant des enfants.
Et donc c'est la génération où ces enfants-là maintenant ont l'âge où ils lisent, ils s'instruisent, et donc forcément les parents font découvrir les livres à leurs enfants, ce qui crée une nouvelle génération de fans. Peut-être. Oui, j'ai vu peut-être ça, qu'ils sont pas fans. j'ai vu ça sur la page Facebook des livres de Cléro. C'est vrai que quand c'est comme ça, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est comme toi, t'as eu des films que t'as envie de montrer à tes enfants, tu les gardes, des vieux trucs, genre. C'est ça. L'histoire sans fin, c'est pour pas le nommer. Moi, c'était pareil. Un exemple que j'ai eu, c'est La Guerre des Étoiles. Mon père était grand fan. Il avait gardé les VHS, et puis un jour, voilà, je m'intéressais à Star Wars. J'étais vraiment jeune, hein, et on a regardé, tu sais, Un Nouvel Espoir. Et donc, bah, en fait, moi, c'était un peu le bazar. J'ai commencé par l'Empire contre-attaque, puis Retour du Jedi, puis Un Nouvel Espoir. Donc dans le désordre, mais c'est pas grave parce que chaque film peut se voir individuellement. Mais voilà, c'est en fait il m'a partagé son plaisir, et en fait moi j'étais très réceptif à ça. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup aussi. Et tu vois, bah ça a fait un fan de Star Wars moi aussi. Donc je verrai comment ça se passe avec mes enfants plus tard, quoi. On verra. Mais je pense qu'il y a une part de ça qui joue. Donc le passage en fait de l'intérêt, si les enfants aiment ça aussi. Donc voilà, d'une génération à une autre, et comme tu dis aussi, hein, une belle pièce d'art, ça ne vieillit pas. Bah quand c'est un bon truc, oui. C'est ça. Donc je pense que ça joue aussi des gens qui connaissent pas du tout les livres-jeux, qui vont découvrir Le Sorcier de la Montagne de Feu en 2020, et peut-être qu'ils connaissent personne autour d'eux. Je pense que s'ils aiment ça, ils aiment l'aventure, et ils vont découvrir ce livre solo, peut-être voilà, ça va découvrir en eux, et puis c'est des gens après qui vont connecter avec d'autres groupes pour justement discuter, en parler, donc c'est immortel comme produit. Donc je pense que c'est juste qu'on est peut-être c'est une montagne russe, hein, tu sais, cette vague, il y a une montée, une descente, une montée, une descente, ça sera comme ça pendant pas mal d'années, hein. Ouais, mais c'est comme tu dis, il y a peut-être une question de générationnelle, parce que comme on disait, c'est sorti dans les années 80, donc nous on a découvert ça un peu en retard en France, début 90. Voilà, 90, et puis... Le temps qu'on les abandonne parce qu'on grandit et qu'on les récupère après, ouais, c'est ça, les années 2000 étaient très calmes, très silencieuses, et puis voilà, après, les années 2010, bah, ça revient en force, hein. Ça pourrait peut-être s'expliquer. Alors, est-ce que ça sera éternellement comme ça? Est-ce que les nouvelles générations, est-ce que elles vont y jouer pendant 10 ans, elles vont s'abonner pendant 10 ans, puis elles vont les ressortir dans 10 ans? C'est possible, hein? Ouais, faut voir. Je pense qu'on verra d'ici en 2020, on verra comment ça se passe. On verra comment ça se passe jusqu'à 2030, on verra si ça tient toujours. Ça sera la saison 19. Saison 19, ouais. Si tout va bien, si on se porte bien, on est toujours en santé, tout se passe bien. Ouais, carrément. Ouais. Je pense que nos voix auront changé d'ici là. C'est le seul différence. On aura pris un petit coup de vieux. Ouais. Question suivante qui est très intéressante, qui sort un peu du cadre, mais alors, pensez-vous que les jeux de rôle devraient avoir une plus grande représentation au salon du livre? C'est super question. C'est quelque chose en fait que j'ai toujours voulu voir quand j'allais au salon du livre. Je crois que j'ai peut-être vu une fois, mais c'était pas vraiment des jeux de rôle officiels, c'était des petits produits. Je trouve que oui, Fred, oui, le jeu de rôle devrait avoir une plus grande, vraiment plus grande présentation au salon. C'est de l'écriture, c'est de la littérature, c'est des mondes qui sont créés, ce n'est peut-être pas de la littérature fiction, c'est une littérature continue, contée. C'est plus un développement, mais c'est quand même des jeux qui se font par la littérature. Donc ouais, ça serait sympa, je trouve, de le voir. Et peut-être que ça fera une invasion de pop culture au salon du livre beaucoup plus impressionnante. Oui, surtout que l'édition se porte bien en France, hein, et aux États-Unis aussi, je peux dire. Il y a une présentation du livre. Je veux dire, les livres-jeux, surtout les défis fantastiques et tout ça, ont une place au salon du livre. Ça, on les a vus l'année dernière. Mais je pense que là, la question se pose par rapport juste au jeu de rôle, en fait. Tout type de jeu de rôle, non? Oui, je pense que par rapport à tout type de jeu de rôle. Et alors, moi, je pense que c'est peut-être il existe un espèce de marché de niche que les professionnels ont dit les jeux de rôle, c'est différent, c'est pas le même public que l'édition normale. Et je pense que c'est faux, vu qu'il y a beaucoup de trentenaires, voire plus, qui font encore des jeux de rôle. Et que de toute façon, les romans se nourrissent aussi d'univers voilà, il y a des romans sur des jeux de rôle ou des univers de jeux de rôle, donc tout ça se croise un petit peu. Ça serait normal que ça soit représenté au même endroit. Là. Après, il y a l'univers étendu des jeux de rôle, hein, tu sais, les contes et les fictions qui sont racontés. Il y a la même chose pour Loup Solitaire. Il y a eu les adaptations narratives continues du monde de Loup Solitaire. Beaucoup de choses comme ça. Donc ouais, c'est juste Donjons et Dragons, on fait ça aussi. Il y a puis les Royaumes oubliés, ce qui vient de l'univers de Donjons et Dragons. Ouais. Même Shadowrun, il y a eu des romans. Bien sûr, ouais.
Donc pour moi, ça serait sympa d'avoir une plus grande présentation. Ça serait chouette parce que ça permettrait de découvrir deux mondes qui sont un peu séparés et de les unir en un et voir toutes les possibilités. En fait, tous les produits qui sont liés justement au livre. Alors, prochaine question, Fred. Avec la nouvelle génération de jeux vidéo, pensez-vous que l'adaptation des livres dont vous êtes le héros ferait succès à la vente? Alors moi j'ai une question sur la question. Ouais. On parle d'adaptation vidéo, de genre jeu vidéo, d'adaptation de livres en jeu vidéo, c'est ça? Je crois que c'est ça, ouais. En fait, c'est l'adaptation des livres-jeux en jeu vidéo. Ah oui, c'est vrai que ça a été fait à l'époque, on en avait parlé. Alors maintenant, Amstrad, Commodore, il y a eu plein d'adaptations, ouais. Spectrum. Ouais. On pourrait faire des super jeux de rôle first person là, avec des aventures. Nous l'année dernière on avait parlé beaucoup de Dark Souls, donc voilà ce fameux jeu ultra difficile Dark Souls. Les développeurs du jeu l'ont dit, qu'ils sont fans des livres dont vous êtes le héros, surtout les sorcelleries de Steve Jackson. Donc Dark Souls c'est un peu une extension de sorcellerie, c'est complètement le même univers, le monde. On en avait parlé beaucoup ça dans un précédent podcast qu'on est grands fans de Dark Souls. Il y a Dark Souls 3 qui sort, donc il y a un petit peu on le voit. Est-ce que ça ferait succès à la vente? Dark Souls est un très grand succès à la vente. Je pense que de ressortir des jeux comme des jeux d'aventure, des point and click, comme on dit, je pense que ça marchera énormément aussi. Il y en a beaucoup en indépendant, sur Steam que vous pouvez retrouver, un petit peu moins quand même sur les consoles, plus sur le PC. Et je pense que les jeux de plateforme, des adaptations marcheraient complètement. Surtout que là, il y a donc Tin Man Games qui est en train d'adapter Le Sorcier de la Montagne de Feu. C'était un Kickstarter qui a été réalisé avec grand succès, et donc ils vont adapter le jeu en jeu de plateau figurine tout en 3D. Sympa ça. Ouais. C'est du tour par tour, non? Je pense que ça va être du tour par tour. Je pense qu'ils vont complètement innover et changer la façon dont se développe l'aventure, en fait techniquement les règles du jeu. Donc on va voir, en gardant bien sûr le même scénario. C'est bien cool. Ça. Donc, on a des exemples en point and click, déjà, on a des exemples en complet 3D, vu à la troisième personne, et voilà, avec Neil, on a aussi des versions avec un gameplay complètement différent, jeu de plateau. Donc, je pense que oui, ça ferait complètement succès à la vente. Donc, des livres à adapter complètement. La saga sorcellerie a un petit peu son image de Dark Souls. Mais d'autres aventures comme les loups solitaires, loups solitaires aussi a une version jeu, c'est un peu une version mélangée sur tablette, Android et iPhone. Il y a le jeu Loups solitaires qui est donc un combiné de livres dont vous êtes le héros avec paragraphes, et les scènes d'action en fait sont un mini-jeu de synchronisation, de pointage sur l'écran avec le doigt, j'allais dire clic, mais c'est pas vraiment ça, de tapement. Avec l'index, voilà, qui innove bien sûr le système de combat. C'est plus des dés, en fait, tout dépend des stats, des skills et l'équipement et les armes qu'on a. Donc on est un petit peu, en fait, on le retrouve un peu. C'est vrai que c'est pas sur une grande échelle, mais au moins on le voit. On voit que oui, c'est complètement réalisable, c'est des succès. Donc on verra comment ça se passe. Comme là, il y a un retour en force des livres dont vous êtes le héros. Peut-être qu'il y aura des adaptations indépendantes en différents types de produits, de jeux. Si la licence est bankable, ils vont peut-être faire un partenariat avec un studio de développement. Et puis, c'est ça. Tu sais, peut-être le studio de Dark Souls 3, ils vont rencontrer Steve Jackson, il va dire, bon, on veut faire l'adaptation 100% de sorcellerie, et ça sera un DLC ou j'en sais rien, tu vois. Oui. Pourquoi pas innover le gameplay aussi, changer, juste... Bref, oui. Allez, prochaine question, Fred. Le livre dont vous êtes le héros le plus difficile pour vous. Question difficile, j'ai envie de dire. Moi, j'en ai pas fait des masses. Alors, je peux peut-être pas me justifier. Ouais. Quand j'étais petit, je sais que j'arrivais jamais à aller à la fin de n'importe lesquels. De mourir sans arrêt. Alors, quel est celui qui t'a frustré le plus? Celui qui m'a frustré le plus, c'est celui donc qui m'a marqué. J'arrête pas de t'en parler. C'est Rendez-vous avec la mort. Ah ouais. Bon, je pense pas que ça soit le plus difficile, mais comme celui-ci, j'avais échoué, j'arrêtais pas d'échouer, je voulais vraiment je voulais le finir celui, et puis j'ai pas fini du coup, parce que quand j'étais petit, je passais à autre chose. Donc ouais, pour moi, c'est le plus difficile, mais après c'est peut-être pas le plus difficile dans l'absolu, je ne pense pas. Pour moi, c'est le 3e volume de Sorcellerie, les 7 serpents. Vraiment, vraiment difficile. Parce que dans l'aventure, en fait, il faut continuer la trame principale et tuer 7 serpents dans un désert.
Mais il faut connaître les choix, donc forcément c'est une aventure que nous allons faire plusieurs fois de suite, ce qui est le cas de tous les 4 volumes de sorcellerie, mais celui-ci quand même, mon dieu, c'est un vrai challenge. Oui, bah, je m'en doute, hein. Je pense qu'il y a des... Parce que moi je m'en souviens quand j'étais petit, les choses trappes, il y en avait beaucoup dans les bouquins, tous les... Ça. Surtout si c'était écrit par Ian Livingstone. Alors Fred, prochaine question. Alors prochaine question, je joue beaucoup à Donjons et Dragons et à d'autres jeux de rôle. J'ai toujours trouvé que les deux étaient tellement proches l'un de l'autre que je suis toujours étonné de savoir s'il y a jamais eu de crossover. Qu'en pensez-vous? Crossover, Advanced Fighting Fantasy et Donjons et Dragons. Ah mais... J'adhère complètement. C'est vrai que... Bah, en plus, ils se connaissent, hein. Enfin, ils se connaissaient. Hélas, rest in peace, Gary Gygax. Mais voilà, Gary a pu avoir a rencontré Steve et Ian, je ne sais pas combien de fois, mais ils se sont déjà vus, ils connaissent leurs produits très différents les uns des autres. En effet, je pense qu'il n'y avait pas ce pop culture de crossover encore, c'était pas un truc qui se faisait peut-être. Hein. C'était pas quelque chose qui, bon, oui, voilà, on arrive au crossover. Mais je pense que ça peut se faire du côté du maître du jeu. Après, il faut quelqu'un qui connaisse, il faut quelqu'un qui connaisse bien le lore de Donjons et Dragons, comme moi je connais vraiment de peu, contrairement au lore d'à l'ancien, du livre dont vous êtes le héros. Parce que dans le même genre, il y avait aussi Warhammer à l'époque, bon, qui était peut-être pas pareil, mais... Mm-hmm. Oui, après c'est une question, je sais pas, une question de licence. C'est comme si tu mettais plusieurs groupes de rock dans le même groupe de rock, ça marcherait pas forcément. C'est ça. C'est une question de licence. En effet, il faut voir, c'est surtout ça. Mais pour un produit officiel, en effet. Mais sinon, ça peut se faire par le MJ. Ouais. Ce serait sympa. Surtout les joueurs pour casser le système, les joueurs qui jouent les personnages de Défis Fantastiques gardent leurs fiches de personnages et les joueurs de Donjons et Dragons gardent les leurs. Ah bah ça c'est impossible. Surtout que dans le système de Défis Fantastiques, il n'y a pas d'initiative. Donc ça sera intéressant, ouais. Voilà. Allez, prochaine question, Fred. Quel est votre écrivain préféré? Ah bah ça, il y en a beaucoup. Si je veux dire un préféré, immortel à mes yeux, et toujours le même depuis longtemps, c'est Jack Vance, hein, pour ceux qui connaissent. Alors je pense que la question est liée au livre dont vous êtes le héros. Ah pardon. Là, je sais pas, que j'ai pas, comme j'ai un peu de retard sur mes références. Ouais. Je sais pas, ça, la voix du tigre, ça me paraît bien, quoi, pour l'instant. Ouais. Je sais, tu t'éclates dedans. Hein. Moi, je sais que c'est l'un des deux créateurs, donc c'est pas une réponse, c'est un peu masqué, les écrivains, un peu oubliés. Non, moi ça reste Steve Jackson. J'aime beaucoup sa façon d'écrire, surtout on voit une évolution de sa narrative au fur et à mesure des livres, à travers les années. On voit qu'il y a vraiment un intérêt, il y a une profession qui est en train de se créer, une expérience qui se développe. Donc moi ça m'a toujours plu de voir cela en fait. Fred, peut-on vous retrouver sur la Xbox One ou la PS4 ? Quels sont vos pseudonymes ? J'ai plus le temps de jouer, je joue plus. C'est difficile de trouver du temps. Moi, je suis sur la PS4. Donc, mon pseudo, c'est Pluton Live, Pluton comme la planète, et Live comme en direct. Donc voilà, si vous voulez jouer à Borderlands, quelque chose comme ça, n'hésitez pas. Je risque de pas toujours être en ligne, mais voilà, c'est toujours un plaisir de jouer et de rencontrer ses fans. Fred, on arrive à la fin des questions. À part le jeu de plateau Talisman, pensez-vous que d'autres livres de la bibliothèque devraient être adaptés en jeu de plateau ? Alors ça c'est cool, parce que c'est vrai que le jeu de plateau, voilà, Talisman est lié au Défi Fantastique, c'est plus les illustrateurs, parce que bien sûr ça revient au Games Workshop, à Warhammer. Ouais, moi je trouve que ça serait cool, peut-être en jeu de cartes, tu sais les jeux de cartes Living Card Games, donc qui sont très connus chez Fantasy Flight, comme... comment ça s'appelle, il y a le jeu de cartes Star Wars, il y a aussi le jeu de cartes là, qui est comme Shadowrun, Netrunner. Donc un jeu de cartes d'évolution où on a nos héros. Tu sais qui suit un petit peu, je sais pas si t'as vu, mais il y a un jeu de cartes dans The Witcher 3 qui est très intéressant. Ouais, c'est un jeu dans le jeu, très complexe. Donc moi je pense qu'il y aura succès, c'est sûr. C'est vrai que pour être plus réaliste là-dessus, pour que ça accroche. Ça accrochera peut-être aux fans, mais ça sera le grand public qui fera les différences à la vente.
avec des boosters, c'est des extensions, parce que voilà, il faut bien qu'il se fasse de l'argent aussi, la compagnie. Mais c'est de faire des règles en fait qui sont intéressantes et d'immortaliser et de créer des personnages intéressants. Après les règles, j'en sais rien. Je pense qu'il y a, en effet, avec les systèmes de jeux modernes, il y a complètement de quoi réaliser. Là, il y a un vaste univers étendu, déjà développé, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Mais moi, la question, je me pose, est-ce que une adaptation en jeu de plateau serait forcément un univers médiéval fantastique? Bah, si c'est les livres dont vous êtes le héros, je pense que malgré qu'il y en ait de la science-fiction, c'est quand même la majorité des livres, c'est quand même l'heroic fantasy. Ouais, mais c'est vrai que l'heroic fantasy c'est bien, mais ce serait peut-être innovant de faire un jeu de plateau qui soit pas dans cet univers-là justement. Ou alors pourquoi pas un jeu de plateau où on joue des collectionneurs des livres dont vous êtes le héros. Et le but c'est de... Non, sérieux, le but c'est de collectionner. C'est trip pour le livre, le Lotus Noir, le livre que personne n'a. C'est ça. En fait, c'est très difficile et en fait, il faut collectionner. C'est le premier qui collectionne tous les livres qui gagne. Voilà, bien sûr, il y a plein de cartes différentes, il y a différents types de vendeurs, il y a les grilles, il y a l'arnaqueur, il y a le cool, il y a la brocante. La brocante, c'est la chance. Peut-être que dans la brocante, tu trouveras des doubles ou tu trouveras l'élément rare à 1€. J'en sais rien. Donc voilà, la carte brocante, c'est tout le monde est toujours fou quand elle apparaît, c'est merde, oh putain. Bien sûr, le premier arrivé, le premier servi. C'est souvent comme ça. Pourquoi pas, hein. Alors, la dernière question, Fred. La dernière question, comment protégez-vous vos livres rares dans votre collection? Fred, toi, je pense que t'en prends grand soin, hein, de tous tes livres. Bah, déjà, les livres, oui, il faut qu'ils soient... Bah, là, j'en ai quelques-uns à la cave, c'est pas bien, mais oui, les livres, faut les stocker comme à la bibliothèque François Mitterrand. Bah, si tu les mets à la cave, ce que tu peux faire, c'est mettre du sel au sol, hein. Tout au long du mur, tu verses 4-5, tu sais... comment dire, les petits, j'allais dire des tonneaux, les petits barils là de sel. Ouais, les capsules de sel. Ouais. Ouais, après on peut, j'espère pouvoir les mettre tous entiers dans une bibliothèque tantôt. Donc, Bah ouais. Moi ça va plus être pour les collections des livres dans The Héros. Les plus rares en fait, j'achète c'est des boîtiers en fait PVC. Et il y en a certains qui sont UV, anti-UV, protection UV, voilà, contre la lumière du soleil, hein, très pratique pour les livres, parce qu'avec le soleil, voilà, si ça tape un petit peu, ou la lumière même artificielle, hein, qu'on a dans le bureau, ça, bien sûr, ça délave les couleurs. Donc j'achète ces petits boîtiers, en fait c'est pas pour les livres, c'est des boîtiers pour des cartouches de Super Nintendo. Et en fait, ouais, les boîtiers Super Nintendo sont la dimension parfaite pour n'importe quelle des éditions des livres dont vous êtes le héros. Donc voilà, j'ai l'œil d'émeraude, et puis j'ai d'autres classiques que j'aime beaucoup, comme le loup solitaire 28, la cité de l'empereur, que j'ai voilà, dans ces boîtiers PVC protégés. Donc anti-poussière, anti-soleil, anti-lumière, qui les protège. Et je mets en fait, tu sais, quand on achète des produits, on a les petits sachets de gel là, anti-humidité. Ouais, le silice. Le silice, donc voilà, je mets un petit sachet de silice en même temps dans la boîte, derrière le livre, hein, comme ça quand je le pose sur un stand, ça fait joli, c'est tout beau. Je sais que t'es très précautionneux, hein, c'est une bonne technique, à mon avis, là ils peuvent traverser un siècle sans encombre. C'est ça, voilà, c'est bien les protéger. Donc le boîtier PVC, le silice, et puis voilà, protection, et prenez-en soin. Pas obligé de les enfermer dans l'obscurité, hein, on peut les exposer, il y a des produits faits pour. Donc voilà, si vous voulez, oubliez pas, c'est le format Super Nintendo qui est parfait pour les boîtiers. Mais est-ce que tu dirais donc que tes livres dont vous êtes les héros, c'est tes livres les plus rares? Oh, c'est une bonne question. Est-ce que c'est mes livres les plus rares? Dans ma collection, ouais, je pense que c'est mes livres les plus rares. Je pense pas que la première édition de Dune française ait une cote intéressante. Ouais. Voilà. Si c'est possible. Hein. Possible, ouais. Faudra regarder. J'aime beaucoup collectionner, que ça soit n'importe quel type de produit, jeux vidéo, livres. Donc j'ai quelques collecteurs, mais j'étais un mec. Mais si tu veux un petit top 3, j'ai une première édition du 5e volume du comics des Tortues Ninja américains, avec la signature de Eastman dessus, donc qui est l'illustrateur. J'ai aussi j'ai un jeu Famicom assez rare, Wizardry, qui est en mint. Et alors la connerie, Fred, je crois que ça va te faire rire, ça. J'ai une copie mint, jamais ouvert, toujours dans son boîtier en Sky, du premier jeu vidéo pornographique de l'Atari, 2600.
Voilà. N'importe quoi. Là, même à l'époque, il y avait déjà un public pour ça. Voilà, donc ça, par contre, lui, il est complètement dans l'obscurité, enfermé. Ça, c'est un produit que j'hésiterai pas à revendre plus tard, une fois que ça aura atteint une cote assez haute. Voilà. Oh, j'ai aussi un Super 8 de la Guerre des Étoiles. Un Super 8 ? Ouais. Bah, je pense que ça va... C'est déjà plus intéressant. Voilà, donc dans son boîtier, protégé dans la bibliothèque, tout au fond, dans l'obscurité, avec un petit sachet de sel au-dessus pour l'humidité. Enfin, voilà. Bah, Fred... Pour la collectionnite. C'est ça. On arrive à la fin, là ? Ouais, on arrive à la fin des questions. Ouais. Alors, voilà, comme ce courrier, bien sûr, c'était en général un très grand courrier des lecteurs, mais à la fin, on a donc du courrier des lecteurs qui ne sont pas des questions. Je te propose qu'on finisse sur ces mails. Donc, le premier de Gauthier, qui nous écrit... en fait, petite introduction pour le mail de Gauthier. Donc, l'épisode précédent, tu sais, on avait dit... voilà, si vous voulez de la promotion, on vous aide, hein, si vous êtes écrivain, n'hésitez pas. Donc, voilà, Gauthier nous écrit par rapport à cela. Et moi, ça me ferait grand plaisir de lui faire un petit peu de promotion pour son livre. Donc voilà, il nous a écrit un paragraphe, quelques petits paragraphes en lui parlant d'un des livres. Donc, le mail de Gauthier. La malédiction de Baskerville est sortie en décembre dernier chez Megara. Création amateur, pas de l'autopublication. Disons de la micro-publication. On peut voir ce jeu comme une suite de la série Épouvante de Brennan. C'est surtout une parodie du fameux roman Les Chiens de Baskerville de Conan Doyle, avec des ninjas en plus. Un titre alternatif envisagé était d'ailleurs Baskerville et les ninjas. Ça aurait constitué une meilleure accroche avec le recul. Ajoutons un Holmes avec des pouvoirs surnaturels, Watson, lui, se contente de trouver son courage au fond de la bouteille, et la parole enfin donnée aux chiens de Baskerville plutôt qu'à ses opposants. On peut en effet jouer l'intrigue dans la peau d'un canidé infernal aussi bien que dans celle du détective bien connu. Gauthier, merci beaucoup. Moi, ça me fait grand plaisir de parler de ton livre. Donc voilà, La malédiction des Baskerville. C'est sûr que celui-ci va faire partie de notre programme 2016. Complètement vendu, les chiens de Baskerville qui causent avec des ninjas. Comment refuser cela, hein, Fred? Bravo à Gauthier, hein, très bonne initiative. En plus, moi, Conan Doyle, j'adore, donc c'est avec plaisir, oui, qu'on se penchera sur son aventure. On pourrait même faire peut-être dans le mélange avec celui pour les enfants et sur la voie des ninjas. La voie des ninjas, le secret du ninja. C'est le secret des ninjas. Ouais. Alors bravo à Gauthier. Ouais. Ça me fait rebondir sur une chose que je t'avais, quand t'avais dit ça dans le dernier podcast, ça m'a fait réfléchir et je m'étais dit pourquoi nous, en tant que podcast dont vous êtes le héros, on ferait pas un micro livre dont vous êtes le héros aussi. Ouais, complètement. Qu'on ferait partager aux lecteurs. Ouais, en plus je connais pas mal de logiciels qui nous aideront là-dessus, qui sont déjà conçus, codés. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de taper les paragraphes. Bien sûr, la première chose à faire, c'est de prendre comment ça s'appelle, un tableau, tu sais, un marqueur effaceur et de construire déjà la carte. Une fois qu'on a le scénario, et puis ouais. Enfin bref, je connais toutes les techniques, Fred. Oui, ça sera avec grand plaisir qu'on écrit un livre ensemble. Ah, ce sera un bon challenge, ça me botterait bien de faire ça. Ouais. C'est ça. Donc on va s'aspirer un peu, et puis on se fixe l'objectif fin 2016 ? Oui, ça me paraît raisonnable. Ok, vas-y, c'est parti. Bon. Alors, le mail... Ouais... Pardon, excuse-moi Fred, je te coupe la parole. Excuse-moi, dis-moi. Je disais juste que ça me faisait plaisir. Bah ouais, on est motivé là, c'est cool. T'as vu, et en plus, ça c'est en live, hein. L'idée est née dans le podcast. Donc c'est cool. Alors, le dernier mail que nous avons reçu, le fan mail, donc de Christophe. Alors, Christophe, grand fan de notre podcast, qui nous dit justement continuez comme ça, j'ai hâte d'écouter le podcast réel sur la voix du tigre, qui reste l'une de mes séries fétiches. Pensez à la série Haute Tension, super pouvoir avec la nuit du météore et masque jaune qui reprenait le principe de sorcellerie mais avec des super pouvoirs. Concept retrouvé dans Rendez-vous avec la mort, défi fantastique pour lequel j'ai plein de souvenirs aussi. Les Hautes Tensions étaient blindées de références pop aux comics. On y croisait même un Bogdanov et un clone de Nick Fury et du Shield. Les frères Bogdanov. Voilà. Donc on y croisait même un Bogdanov et un clone de Nick Fury et du Shield. Les frères Bogdanov. Voilà. Donc Christophe, écoute, merci beaucoup de nous avoir écrit. C'est clair qu'on est heureux d'ailleurs, content qu'on ait sorti La Voix du Tigre, qu'on ait commencé La Voix du Tigre.
Et donc ça sera un plaisir pour nous de continuer là-dessous. Et tu vois Fred, la petite référence pour toi là, Rendez-vous avec la mort. Ouais, comme quoi ce livre il me suit aussi. Hein. Je te dis, il m'avait marqué celui-ci. En plus on est en pleine période super-héros, faut le faire. Donc on se penchera un petit peu cette année sur Haute Tension. Je lirai un petit peu et voir ce qui va se passer. Ah, c'est bien ce que tu dis en tout cas. Ouais, en effet, on est complètement dans le cinéma, c'est la saga super-héros là. Hein. Ouais, j'espère que ça va se terminer. Normalement, ça dure 10 ans les cycles au cinéma. T'es pas fan toi, c'est ça? Ah, c'est vrai, j'en ai trop, c'est vrai. Moi, je fais un podcast cinéma sur HCFR. Donc, on a fait un podcast récemment. Moi, écoute, ce qui compte au cinéma, c'est pas le genre, c'est plus l'aventure, le conte, c'est la narration qui nous est dit, l'aventure en fait, qu'on nous visualise. Certains, je suis fan, d'autres, j'accroche pas. Donc moi, tu vois, le deuxième Captain America, j'ai trouvé excellent. Je sais pas si t'as eu la chance de le voir. Non, je sais pas. Enfin, je sais pas pourquoi je dis la chance, n'importe quoi. Écoute, je te le conseille vivement, Fred. Teste, parce que ce qui se passe là. Non, je voulais le regarder un soir et puis non, j'ai regardé la bande-annonce, j'ai fait non, j'ai pas envie de regarder une bouse pareil. Alors, ce que je peux te dire, ce qui se passe dans ce cycle, c'est qu'il y a eu le cycle de l'excitation et on est passé à l'ennui et maintenant on est passé à la maîtrise. Donc maintenant, ce qu'essayent de faire les réalisateurs, c'est justement de ne plus faire « Oh, on est un film de comics !» mais de se pencher plus sur « Oui, c'est un film de comics, mais voici l'histoire qu'on vous propose. » Tu vois, il y a une concentration beaucoup plus affinée sur l'aventure que sur le fait qu'on est un film de super-héros. Ils ressortent même la série Heroes, la deuxième série. Ouais, ça n'a pas été annulé récemment, ça ? Je sais pas, j'ai vu des affiches partout. Je sais, mais il me semble que ça a été annulé, là. N'importe quoi. Ranquignol, les mecs. On verra. Il faut une couverture mondiale pour sortir leur truc et ils arrêtent au pilote, c'est ça ? Là, c'est le flip, hein. C'est toujours mieux d'arrêter avant l'investissement, hein. Enfin, avant que l'investissement parte dans la production. Fred, avant de se quitter sur un morceau de rock'n'roll, où est-ce que nos fans peuvent nous retrouver ? Comment ça ? Sur Facebook. Le mec trop fort. Ok. Sur Facebook, sur Twitter, oui. Sur notre adresse mail qui est toujours la même, bureau@to-seti. C'est tout. Je te jure. Voilà. Juste pour ceux qui ont vraiment besoin d'une officielle, n'importe quoi, qui ont besoin d'adresse, voilà, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre Facebook To-Seti. To-CETI. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site web pour nous écrire un mail, donc www.tau-ceti.org. Voilà, vous aurez accès donc à la saga org/podcast. Là, vous aurez accès à nous écrire des mails, aussi à regarder tous les podcasts qui sont produits par l'association To-Seti. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre Twitter @To-Seti, TAUCETI_prod. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur ceux qui sont connectés à iTunes, voilà, en tapant LPDVELH, le podcast dont vous êtes le héros, et aussi sur Stitcher Radio. Voilà, Fred. C'est un panorama complet de comment nous joindre, sympa. Exactement. Faudrait que je le révise pour la prochaine fois. Pas de souci, moi ça m'a bien fait rire que tu le balances comme ça. Je pensais qu'il y avait un meeting, un truc prévu, mais bon, on n'est pas encore là. Et justement, le morceau de rock là qu'on va passer cette année normalement est prévu le remaster de Full Throttle, le point and click adventure game de LucasArts. Et ben je te propose qu'on finisse sur le morceau Legacy des Goon Jackals, qui est l'introduction au jeu. Ça me rappelle un titre de La Voix du Tigre, Ninja. On n'y est même pas encore. Merde, il a disparu, Fred. Tout ce que je vois, c'est de la fumée. Oh mon dieu, putain, on finit en beauté là, non, pour 2016. Enfin, pour le premier morceau, pour le premier podcast 2016. Bref, allez, Fred, je te dis à la prochaine. À bientôt. Ninja. Scorpion.